Certains pensent que le nom de la mer Rouge est dû à une cyanobactérie saisonnière, le Trichodesmium erythraeum, qui lui conférerait parfois une teinte rougeâtre. D'autres croient qu'elle doit son nom à la traversée de Moïse et à la mort de milliers de soldats égyptiens lorsque la mer s'est refermée sur eux après que les Juifs ont atteint l'autre rive. Quelle que soit l'origine de son appellation, la mer Rouge n'a jamais aussi bien porté son nom. Les attaques en mer Rouge constituent une nouvelle menace pour l'économie mondiale. Le chaos en mer Rouge risque de faire grimper les prix des marchandises pour l'économie mondiale. Les attaques contre les navires en mer Rouge portent un coup dur au commerce mondial. En 2023, environ 24 000 navires ont emprunté ce passage, ce qui représente environ 10% du commerce maritime mondial en volume. Ceci comprend 20% du trafic mondial des conteneurs, près de 10% du pétrole par voie maritime et 8% du gaz naturel liquéfié. Bon, ça ne vous a pas échappé que les Houthis ont ouvert un nouveau front pour exprimer leur soutien à la cause palestinienne et pour marquer leur désapprobation face à l'offensive israélienne à Gaza. Ils s'attaquent aux navires marchands, soi-disant en lien direct ou indirect avec Israël. Mais le résultat, c'est que c'est toute l'économie de la planète qui risque d'être déstabilisée. Alors, les Houthis, qui sont-ils? On t'en avait brièvement parlé dans cette vidéo. Mais aujourd'hui, on va t'expliquer plus en détail qui ils sont réellement. Ah, et c'est l'occasion de te suggérer de t'abonner, de liker, de partager et d'activer la petite cloche des notifs pour pas louper les prochaines actus. Bref, les Houthis sont l'un des principaux acteurs de la guerre civile qui sévit depuis des années au Yémen. Pour être plus précis, depuis 2014. Et derrière eux, on trouve sans surprise l'Iran. Les Houthis, c'est pas un petit groupe terroriste, mais une véritable force armée, plutôt organisée et avec une décennie d'expérience de combat au compteur. Regardez le genre d'opération dont ils sont capables. Là, on joue plus du tout dans la même ligue que le Hamas. Ils ne fabriquent pas de roquettes avec des canalisations abandonnées. Leur force aérienne n'est pas uniquement constituée de paramoteurs. Les Houthis sont capables de réaliser de véritables opérations amphibies, ce qui pose un réel danger pour les navires commerciaux qui traversent le canal de Suez. L'une des principales voies maritimes au monde est aujourd'hui sérieusement menacée. عملية عسكرية في البحر الأحمر كان من نتائجها الاستيلاء على سفينة إسرائيلية واجتيازها إلى الساحل اليمني. En conséquence, certaines compagnies ont annoncé qu'elles cesseraient d'emprunter cette route maritime tant qu'elle ne serait pas sécurisée. Heureusement, les choses sont à peu près revenues à la normale. Tension en mer Rouge. CMA, CGM et Maersk empruntent à nouveau la voie stratégique du canal de Suez. Enfin, ça n'a pas duré très longtemps. La compagnie de fret maritime Maersk a changé d'avis entre-temps, mais on reviendra dessus plus tard. En revanche, le risque de paralysie de l'économie mondiale a fait bondir l'Occident. À présent, des navires des forces de l'OTAN sillonnent la mer Rouge pour contrer toute attaque Houthi. L'armée états-unienne dit avoir coulé 3 navires Houthis après l'attaque d'un cargo. Sauf qu'un nouvel acteur est entré dans la valse, et c'est pas exactement un allié de l'Occident. Le navire de guerre iranien Alborz entre en mer Rouge. Alors, comment se fait-il qu'un si petit mouvement armé mette en difficulté l'ensemble de l'économie mondiale? Que représente vraiment la menace Houthi? On va tout expliquer, mais avant de continuer, j'aimerais vous parler d'un gros souci, la fraude sur Internet. Est-ce que vous saviez que vos informations personnelles sont vendues sur Internet sans votre consentement? Cette pratique est de plus en plus répandue et le nombre de données confidentielles librement accessibles en ligne est en énorme augmentation. D'après le rapport 2022 sur le vol de données du Identity Theft Resource Center, le nombre de victimes a augmenté de près de 41,5% rien que sur une année. Les gars, faut vraiment faire gaffe parce que c'est une énorme galère après. Tu passes des heures au commissariat parce qu'un fraudeur s'est fait passer pour toi et a dépensé des milliers d'euros que tu dois rembourser. Pas de panique, il y a une solution pour protéger votre vie privée. Vous êtes dans votre bon droit d'exiger des courtiers en données qui les suppriment. Le truc, c'est que ça peut prendre pas mal de temps, genre je vous parle d'années, pour manuellement supprimer toutes les infos qu'ils ont sur vous. Un challenge bien relou, surtout qu'en vrai, personne n'a le temps pour ça. Heureusement, il y a des gens qui peuvent s'en occuper
à votre place. C'est l'occasion de vous parler de notre sponsor Incogni qui va régler ce problème pour vous. Et il le fait en 3 étapes super simples. Tu crées ton compte et t'indiques à Incogni les données personnelles que tu veux supprimer. Tu lui accordes ton autorisation pour bosser en ton nom pour qu'il puisse contacter les courtiers en données et exiger la suppression de tes données personnelles. Et la 3e, tu t'assois et tu manges une pizza. Incogni fera tout à ta place et te tiendra informé de chaque étape du process. Et la cerise sur le gâteau, si vous utilisez le code Diplometrix avec le lien en bio, vous recevrez 60% de réduction sur Incogni. Donc, loupe pas cette opportunité de protéger ta vie privée sur le web. Allez, on retourne à la vidéo et c'est parti. Le printemps arabe qui s'est amorcé en 2011 s'est avéré être un pétard mouillé. La chute de plusieurs régimes autoritaires au Proche et au Moyen-Orient a laissé place à un chaos indescriptible. L'espoir de la démocratie s'est envolé, sinon pour toujours, au moins pour longtemps, en Tunisie comme en Égypte ou en Libye par exemple. Et bah, le Yémen en est un autre très bon exemple. En fait, quand le printemps arabe a éclaté, les rebelles Houthis y ont vu une opportunité pour élargir leurs opérations concentrées dans le nord du Yémen. À l'époque, c'était Abdul Malik al-Houthi qui dirigeait le mouvement. Or, il a considéré opportun d'apporter son soutien aux manifestations contre le pouvoir. Les Yéménites exigeaient la démission du président Ali Abdullah Saleh. Dans le même temps, les rebelles Houthis en ont profité pour prendre le contrôle de la région nord de Sada, qui devient alors leur principal bastion. Et même s'ils ont accepté de participer aux pourparlers pour reconstruire le système politique yéménite après le départ de Saleh, ils ont fini par prendre les armes en 2014 pour se battre contre le régime. C'est le point de départ de la guerre civile yéménite, un conflit sanglant et un véritable drame humanitaire. Le gouvernement Hadi, qui avait succédé à Saleh, montre rapidement des signes d'essoufflement. D'ailleurs, il perd aussi très rapidement le contrôle de la capitale, Sanaa. On vous épargne les détails, le fait est que face au risque de voir le gouvernement Hadi tomber et le Yémen devenir un proxy de l'Iran, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont décidé ensemble de former une coalition pour contrer la montée en puissance des Houthis. Mais les résultats de l'intervention étrangère ont été très décevants et les rebelles Houthis sont parvenus à résister. We have achieved a resounding historic defeat against the forces of aggression. Today they are extremely angry, and we say to them, die of your anger. We say this to the Saudi regime and its allies, the Americans, the British and the Emiratis. Et puis, non seulement ils résistent, mais en plus, ils lancent des offensives en mer. Il n'y avait pas besoin d'attendre 2023 pour anticiper les futures interceptions de navires marchands par les Houthis. En fait, ces attaques, elles ont une double fonction. D'une part, ça leur permet d'alimenter leur trésor de guerre et donc de se financer. Et de l'autre, ça leur donne de la visibilité à l'international. En gros, ils gagnent en crédibilité. Déjà en 2018, les analystes nous mettaient en garde. La côte ouest du Yémen longe la mer Rouge, un goulot d'étranglement maritime stratégique par lequel transitent chaque année près de 8% du commerce mondial, y compris d'importantes expéditions d'hydrocarbures. Les tactiques d'insurrection maritime asymétrique des Houthis menacent la sécurité dans le sud de la mer Rouge, permettant aux Houthis et à leur soutien iranien de défier leurs adversaires sur cette voie navigable stratégiquement vitale. Kevin Tritt, Georgetown Security Studies Review. Donc, début 2021, quelques jours seulement avant de quitter le pouvoir, l'administration Trump a rajouté les Houthis à la liste des organisations terroristes. Une décision qui a fortement déplu aux Nations Unies, puisque ça limitait énormément son rayon d'action pour livrer de l'aide humanitaire dans les zones sous contrôle des Houthis. D'ailleurs, peu de temps après sa nomination, le secrétaire d'État Anthony Blinken est revenu sur cette décision. Mais aujourd'hui, la Maison-Blanche se demande si elle a bien fait. Les États-Unis pourraient désigner à nouveau les Houthis comme organisation terroriste. Mais n'allons pas trop vite. Ça serait déjà bien de comprendre qui sont précisément les Houthis et quelle est l'idéologie mortifère derrière leur projet politique. Et que vient faire l'Iran dans tout ça? On va revenir sur chacun de ces points dans cette vidéo. Les Houthis, un voisin indésirable de l'Arabie Saoudite. Pour commencer, on va regarder une carte. Donc,
À la base, les Houthis sont originaires du nord du Yémen, plus précisément du Saada, une région frontalière avec l'Arabie Saoudite. Or, depuis 2011, cette faction a étendu son contrôle aux régions contiguës du sud du pays. La zone d'influence des Houthis s'est tellement élargie que l'Arabie Saoudite ne pouvait plus ignorer la menace. Oui, parce qu'en fait, les Houthis sont un groupe zaïdi, une branche du chiisme, donc rival du wahhabisme sunnite des Saoudiens. En fait, Riyad a parfaitement compris qu'une victoire des Houthis aurait signifié la chute du gouvernement Hadi et donc l'extension de l'influence iranienne au sud de l'Arabie Saoudite, de plus dans un pays limitrophe, encerclant de facto la puissance saoudienne. En plus, l'Iran exercerait un contrôle sur l'une des routes commerciales les plus importantes au monde, le détroit de Bab el-Mandeb, qui permet d'entrer et de sortir de la mer Rouge, un passage obligé pour tous les navires marchands souhaitant emprunter le canal de Suez. Or, vous en avez entendu parler à coup sûr. Les puissances occidentales, c'est-à-dire la France, le Royaume-Uni, le Japon, les États-Unis, mais aussi la Chine, ont établi des bases militaires à Djibouti. Une concentration inhabituelle de puissance militaire dans un espace aussi confiné. Bref, en 2004, le fondateur de l'organisation Houthi, le dénommé Hussein Badreddin al-Houthi, fut tué au combat contre les forces régulières yéménites. Mais plutôt que de mettre un terme à la rébellion, le mouvement n'a fait que gagner en ampleur et surtout, il s'est radicalisé. Son slogan « Dieu est grand ». Mort aux États-Unis, mort à Israël, malédiction des Juifs et victoire de l'islam. Après, niveau com, ça n'a pas plu à tout le monde. Ils ont essayé de se justifier en expliquant que c'était une métaphore. Mais bon, no comment. N'empêche qu'en 2014, les Houthis ont lancé une offensive pour prendre le contrôle de la totalité du pays, à commencer par la capitale Sanaa. La situation est devenue si dangereuse que le président Hadi a dû se réfugier à Aden quelques mois plus tard. Face au progrès des rebelles et à la position toujours plus fragile du régime de Sanaa, enfin de Aden, les Saoudiens et les Émiratis ont été forcés de réagir. Ils ne pouvaient pas risquer de se retrouver avec un allié, que dis-je, un subordonné de l'Iran à leurs frontières. C'est pour ça qu'en 2015, le Conseil de coopération du Golfe a décidé de réagir. L'Arabie Saoudite en tête, suivie par le Bahreïn, le Koweït, le Qatar, la Jordanie, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte, le Maroc, le Soudan et le Sénégal, ont annoncé une intervention militaire au Yémen pour soutenir le gouvernement Hadi, reprendre Sanaa et pour repousser les rebelles Houthis. Une campagne menée dans les airs et sur terre, donnant à l'Arabie Saoudite l'opportunité d'inaugurer son formidable arsenal militaire qu'elle achète à l'oncle Sam. Et pourtant, l'intervention des États arabes du Golfe s'est heurtée à une sacrée surprise. Les Houthis leur ont opposé une résistance féroce. Personne n'avait envisagé la possibilité qu'ils étaient hautement préparés à cette guerre. Guerre au Yémen. Une attaque des missiles Houthis contre un défilé militaire fait 32 morts. Les Houthis affirment avoir ciblé plusieurs villes saoudiennes avec des attaques de drones. Les Houthis ont tiré 430 missiles et 851 drones sur l'Arabie Saoudite depuis 2015. En fait, le soutien matériel et financier de l'Iran, mais aussi sa connaissance du terrain et des tactiques contre-insurrectionnelles ont permis aux Houthis d'anticiper les manœuvres de la coalition et de rapidement s'adapter. Même qu'en 2022, les Houthis ont délibérément commencé à attaquer les installations pétrolières saoudiennes, mais aussi des sites stratégiques aux Émirats et au Bahreïn. Quelque part, le modus operandi des attaques Houthis contre les navires marchands en mer Rouge rappelle les arraisonnements perpétrés en 2019 par les gardiens de la révolution iranien dans le golfe Persique. Les États-Unis se vantent d'avoir des nouvelles preuves de l'armement iranien au Yémen et en Afghanistan. Bref, à l'heure de faire les comptes, la guerre civile au Yémen est particulièrement tragique. Plus de 400 000 personnes sont déjà mortes alors que la population n'est que de 30 millions d'habitants. Maintenant qu'on comprend un peu mieux qui sont les Houthis, intéressons-nous à la mer Rouge. Quels sont les enjeux autour de ce passage maritime de premier plan? Y a-t-il réellement une menace de déstabilisation de l'économie mondiale? Chapitre suivant. Les rebelles et la mer.
Bordée par l'Arabie Saoudite, l'Égypte et le Soudan, la mer Rouge est reliée à la Méditerranée via le canal de Suez. On estime qu'environ 12% du commerce mondial y transite et jusqu'à un tiers des conteneurs circulant dans le monde. C'est précisément pour cette raison que les attaques Houthis suscitent une telle inquiétude. Et c'est dans le détroit de Bab el-Mandeb, qui sépare la Corne de l'Afrique de la péninsule arabique, que se concentrent la plupart de ces opérations de sabotage. Le détroit mesure 115 km de longueur. En son point le plus étroit, l'Afrique et la péninsule arabique ne sont séparées que de 29 km, c'est-à-dire moins qu'entre la France et l'Angleterre. Forcément, les navires marchands qui passent par là sont très exposés. Du coup, en attendant que la zone soit sécurisée, plusieurs compagnies de fret maritime ont décidé de dévier leurs navires pour contourner le cap de Bonne-Espérance à la pointe sud de l'Afrique du Sud. Un détour beaucoup plus long et coûteux. Le réacheminement via le cap de Bonne-Espérance prolongera les délais de transit de 7 à 10 jours. Mais cela dépend de l'endroit où se trouvait le navire au moment où la décision de réacheminement a été prise. En fonction de l'emplacement du navire, certains peuvent connaître un délai encore plus long de 2 à 4 semaines si l'on doit se détourner de la mer Rouge. Un réacheminement via l'Afrique ajouterait 7 jours aux traversées Asie du Sud-Est, États-Unis, et 10 jours aux traversées Asie-Europe, passant par le cap de Bonne-Espérance. Les estimations suggèrent que les coûts supplémentaires du transit et des carburants atteindront 2 millions de dollars par navire. Et ramenez ça à l'échelle de tous les navires qui empruntent quotidiennement le canal de Suez. On en dénombre en moyenne 50 par jour. Ça représente quand même 1500 et parfois jusqu'à 2000 navires tous les mois. Donc, mis bout à bout, ces surcoûts et ces délais supplémentaires représentent plusieurs milliards de dollars mensuellement. Et puis il faut pas oublier la hausse des tarifs d'assurance ainsi que des pertes matérielles subies par les navires qui ont fait l'objet d'une attaque Houthi. Pour couronner le tout, les attaques Houthi en mer Rouge démontrent une capacité opérationnelle bien supérieure à celle dont ils avaient fait preuve ces dernières années. Donc, non seulement ils savent tirer des missiles balistiques, mais en plus, ils sont capables de suivre à distance le flux de navires marchands en haute mer et de les arraisonner avec des commandos embarqués ou héliportés. Le Washington Institute for Near East Policy estime qu'en plus de leur arsenal terrestre, les Houthis disposent probablement de mines limpets, de torpilles, de navires légers à grande vitesse, armés de lance-roquettes à courte portée et même de missiles de croisière anti-navires. Bref, ils font beaucoup mieux que des pirates somaliens ou que les go-fast de narcotrafiquants. Le truc, c'est que cette insécurité pose une véritable menace non seulement pour le commerce international, mais aussi pour la stabilité et le développement économique de la région. Et oui, la mer Rouge fait l'objet de convoitises parmi les pays riverains, notamment l'Arabie Saoudite, qui prévoit d'y construire sa future Smart City Neom. La mer Rouge est située entre deux continents, bordant 6 pays d'Afrique et 4 du Moyen-Orient, et environ 10% de l'ensemble du commerce mondial transite par ces eaux. D'ici 2050, le PIB de la mer Rouge devrait plus que tripler, passant de 1,8 billion à 6,1 billions de dollars, et le commerce devrait augmenter plus de 5 fois, passant de 881 milliards à 4,7 billions de dollars. Nathan Heath, chercheur et analyste des risques politiques au Centre Fares d'études sur la Méditerranée orientale. Donc, tant que les Houthis ne cessent pas leurs attaques, alors les conditions ne seront pas réunies pour l'essor économique de la région. Voilà dans les grandes lignes les raisons pour lesquelles les puissances arabes et leurs alliés occidentaux ont décidé de riposter contre les Houthis. Sauf qu'en cas d'affrontement, il y a un risque sous-jacent, celui de l'embrasement du conflit entre l'Iran et les États-Unis. On t'explique. Une escalade en 3 étapes. En 2022, le président Mansour Hadi transfère ses pouvoirs au nouveau conseil de direction présidentiel. Composé de 8 membres, il est présidé par Rachad Al-Halimi, qui voit l'Occident, et notamment les USA, comme le meilleur allié du gouvernement yéménite dans sa lutte contre les Houthis. Le secrétaire d'État US, Anthony Blinken, a joué un rôle de premier plan dans la création de ce nouvel organe politique. It was a fruitful meeting and very positive, and today we look forward for this meeting to also result in positive outcomes and to enhance US-Yemeni relations, which are historic.
and strategic at all levels. Mais face à l'appui occidental au gouvernement d'Aden, l'Iran a décidé de redoubler d'intensité et de soutenir coûte que coûte son allié Houthi. On peut difficilement éviter une nouvelle escalade dans le conflit. Le Yémen est devenu un proxy, où deux blocs se livrent une guerre par procuration. L'armée régulière du gouvernement d'Aden contre les rebelles Houthis. Le premier soutenu par l'Arabie Saoudite, les seconds par l'Iran. Bon, il y a bien un cessez-le-feu qui a été décrété entre les deux parties et qui a été renouvelé à plusieurs reprises. Mais les tensions actuelles restent très fortes. Guerre au Yémen. Les rebelles houthistes et les gouvernements s'engagent à respecter un nouveau cessez-le-feu, annonce l'ONU. Le truc, c'est que jusqu'à présent, le conflit yéménite ne concernait que le Yémen. Mais dès lors que l'Arabie Saoudite et ses alliés sont intervenus militairement, le conflit a commencé à se régionaliser. Sauf qu'à présent, les Houthis ciblent également Israël et les intérêts économiques des alliés de l'État hébreu. Mer Rouge. Une frégate française a abattu un drone Houthi qui menaçait un pétrolier norvégien. Les Houthis, groupe rebelle yéménite soutenu par l'Iran, a revendiqué l'attaque aérienne en soutien aux Palestiniens de Gaza. Soit, les Houthis font bien ce qu'ils veulent, mais que personne ne s'étonne en cas de riposte israélienne ou occidentale. Totally unacceptable attacks on merchant vessels by the Houthis in Yemen. These reckless Houthi attacks are a serious international problem, and they demand a firm international response. Pour contrer la menace Houthi, les USA ont annoncé le lancement d'une mission navale conjointe en mer Rouge, l'opération Gardien de la Prospérité. On y retrouve logiquement la coalition du Golfe Persique, mais aussi le Royaume-Uni, l'Italie, la France, le Danemark, le Sri Lanka et le Canada, soutenus logistiquement par les Pays-Bas et la Norvège. En théorie, cette force navale est censée rétablir l'ordre en mer Rouge en garantissant aux armateurs que leurs navires pourraient y naviguer en toute sécurité. Comme on l'a vu en début de vidéo, CMA-CGM ainsi que d'autres compagnies de fret maritime ont repris leurs opérations en mer Rouge. Mais le danger persiste. La compagnie danoise Maersk a fait marche arrière et a de nouveau dérouté ses navires vers le cap de Bonne-Espérance. Pour l'instant, on n'a pas trop de détails sur ce qu'il se passe réellement en mer Rouge dans le cadre de l'opération Gardien de la Prospérité. Mais a priori, on imagine que ça consiste à neutraliser les capacités offensives des rebelles Houthis. En revanche, les USA ont annoncé qu'ils envisageaient de hausser le ton en prenant des mesures directes contre les positions Houthis au Yémen et non plus uniquement contre les expéditions en haute mer de petites embarcations Houthis. Ce qui soulève l'interrogation suivante. Qu'est-ce qui est en train de se jouer sous nos yeux? Est-ce toujours une guerre de contrôle du territoire entre le gouvernement d'Aden et les rebelles Houthis? Est-ce une guerre proxy entre l'Iran et l'Arabie Saoudite ou plus largement entre l'Iran et l'Occident? Et si Washington décidait de réinscrire les Houthis à la liste des organisations terroristes, alors tout espoir de cessez-le-feu serait réduit à néant, car c'est bien connu, on ne négocie pas avec les terroristes. Et puis, encore une fois, ce serait la population civile yéménite qui en paierait les conséquences, parce que ça entraverait les efforts des organisations internationales pour leur délivrer l'aide humanitaire. Ensuite, le deuxième frein à la stabilisation de ce conflit, c'est l'opération israélienne à Gaza. Vu que les opérations Houthis sont, d'après leurs dirigeants, une riposte directe contre l'État hébreu en guise de soutien au peuple palestinien. Tant qu'Israël continue sa guerre contre le Hamas, les Houthis continueront d'attaquer les navires marchands. Entre les échanges de tirs à la frontière israélo-libanaise entre Tsahal et le Hezbollah et les attaques des Houthis, on assiste au premier signe du dérapage du conflit qui avait démarré entre Israël et le Hamas et à l'embrasement progressif du Proche et du Moyen-Orient. Pas mal d'analystes pensent que c'est l'objectif de l'Iran, déclencher autant de conflits que possible dans la région pour submerger les capacités militaires de l'Arabie Saoudite et des États-Unis, d'où l'intensification de l'activité Houthi en mer Rouge. Mais gardez bien à l'esprit le potentiel de nuisance de l'Iran et des rebelles Houthis. Aujourd'hui, l'État hébreu, demain, qui sait? Premier combat spatial. Israël aurait intercepté un missile yéménite au-delà de l'atmosphère terrestre. Un missile balistique Qader, tiré par les rebelles Houthis, a été abattu par un intercepteur Arrow 2 israélien, selon les quotidiens Haaretz. C'est la première fois qu'une interception exo-atmosphérique serait réalisée sur les champs de bataille. Ok, affaire pliée. Maintenant, c'est
ton tour. À ton avis, à quoi vont ressembler les mesures directes que les USA comptent prendre contre les Houthis? Est-ce que l'Occident a raison de s'impliquer dans ce conflit ou devrait-il s'en retirer? Laisse-nous ta réponse dans les commentaires. On espère que cette vidéo t'a plu. Pense bien à t'abonner, à liker et à la partager. Prends soin de toi et à très vite.